Après des années d'exil, Izim revient au village qu'il a rejeté. Transformée et plus forte que jamais, elle confronte les anciens, révélant une vérité oubliée qui pourrait changer à jamais l'équilibre du village. Mais pourra-t-elle leur prouver qu'elle n'était pas responsable des malheurs qui ont frappé Zuera? Et même si la vérité éclate, son retour suffira-t-il à guérir un village brisé par la peur, la rancune et les erreurs du passé? Izim Okoji, 19 ans, quitte l'agitation de Lagos pour séjourner à Zuera, un village profondément attaché à ses traditions. Elle y retrouve sa tante Adiza, une femme d'affaires respectée, revenue après avoir vécu en ville. Dès son arrivée, Izim tranche avec ce décor figé dans le passé. Son style moderne a un jean taille haute bien ajusté, un haut fluide dévoilant ses épaules et des baskets tendance en contraste avec les boubous amples et colorés des villageoises. Ses cheveux bouclés, soigneusement coiffés, et son attitude décontractée s'opposent à la retenue attendue des jeunes filles du village. À Zuera, les nouvelles circulent vite. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Dès le premier jour, elle attire les regards curieux. Les jeunes filles l'observent à distance, fascinées par son assurance et sa liberté de ton. Elles la suivent discrètement au marché, avides de ses récits sur Lagos et les tendances urbaines. Les jeunes hommes, eux aussi, sont troublés par sa présence. Izim parle avec une aisance inhabituelle, rit sans retenue et ose fixer ses interlocuteurs dans les yeux, une attitude perçue comme impertinente par les anciens. Son assurance séduit autant qu'elle inquiète. Yakubu Danladi, frère d'Amina, ressent ce trouble. Déjà promis à une fille du village, il est attiré malgré lui par Izim. Il tente d'ignorer cette sensation, mais chaque rencontre fortuite et chaque échange furtif ébranle ses certitudes. Pendant ce temps, les femmes du village, notamment les épouses des notables, observent cette étrangère avec méfiance. Son comportement, perçu comme un défi aux traditions, alimente les murmures. Elles redoutent son influence sur les jeunes filles et craignent les désirs qu'elle pourrait éveiller chez leur mari. Adiza Okoji perçoit vite l'agitation suscitée par sa nièce. Bien qu'elle comprenne son désir de liberté, elle sait à quel point les traditions de Zuera sont rigides. Elle tente de la prévenir. Ici, les regards jugent avant que les mots ne soient prononcés. Fais attention à ce que tu montres, Izim. Mais la jeune fille, insouciante, rit doucement. À ses yeux, ce village n'est qu'un terrain d'exploration, sans imaginer les conséquences de sa présence. Ignorant encore le poids de ses actes, elle s'apprête à déclencher une série d'événements qui marqueront Zuera. Amina Danladi, fille du chef du village, est particulièrement fascinée. Élevée dans la rigueur et le respect des coutumes, elle voit en Izim un vent de liberté qu'elle n'a jamais osé revendiquer. Elle se rapproche d'elle, avide de découvrir un monde au-delà des limites imposées par son père et les anciens du village. Depuis son arrivée à Zuera, Izim est devenue une figure captivante pour les jeunes filles du village. Son assurance, son style et sa liberté de ton contrastent avec la retenue imposée par les traditions. Malgré les mises en garde des anciens et les regards méfiants des adultes, son influence ne cesse de croître. Amina Danladi, d'abord hésitante, est la première à céder à la fascination. Sans même s'en rendre compte, elle commence à l'imiter. Lors des repas familiaux, elle adopte des expressions plus affirmées, ose poser des questions qu'elle n'aurait jamais osé formuler auparavant. Peu à peu, d'autres jeunes filles suivent son exemple. Elle scrute Izim avec attention, mémorisant ses gestes, sa démarche fluide, son ton assuré face aux hommes. Certaines abandonnent les boubous amples pour des tenues légèrement plus ajustées. Elles modifient leur coiffure, rient plus fort, osent s'aventurer plus loin dans le village. Un après-midi, Amina et ses amis se retrouvent sous l'arbre à palabres. Elles échangent des murmures excités. « Tu as vu comment Izim parle aux hommes ?» Elle les regarde sans baisser les yeux. « J'aimerais être comme elle ne doute jamais d'elle-même. » L'insouciance est douce, mais elles ignorent que chaque écart est scruté. Yakubu, le frère d'Amina, est un jeune homme responsable, promis à une fille du village. Son avenir semble tout tracé. Mariage, respect des traditions, transmission des valeurs de son père. Pourtant, Izim vient troubler cette certitude. Il la remarque dans les moindres détails, sa démarche décontractée et assurée, à l'opposé des filles du village. Son regard franc, dénué de soumission ou de réserve. Sa voix libre, qui ne demande pas l'autorisation d'exister. Yakubu tente d'ignorer ses pensées. Il se souvient des paroles de Baba Jato, le chef spirituel du village, un homme ne se laisse pas emporter par le vent. Ce n'est qu'un murmure, mais il peut détruire une maison si on lui ouvre la porte. Mais ce vent s'appelle Izim, et il a déjà pénétré son esprit. Un jour, au bord de la rivière, il la croise. Elle lui adresse un sourire joueur. Alors, Yakubu, toujours aussi silencieux? Il hésite. Son regard sombre se pose sur elle, tiraillé entre la curiosité et le besoin de l'ignorer. Ici, on ne parle pas pour rien. Finit-il par dire. Elle éclate de rire. Un rire franc,
décomplexée, qui trouble Yakubu plus qu'il ne l'admettrait. L'influence d'Izim devient un sujet de préoccupation. Les anciens remarquent que les jeunes filles rient plus fort, qu'elles semblent moins dociles. Les épouses des notables murmurent entre elles. Cette étrangère les pousse à oublier leur place. Si nous la laissons faire, bientôt elles voudront partir, elles aussi. Baba Jato, le chef spirituel, observe tout cela d'un œil sévère. Il sait qu'un vent pareil ne passe jamais sans laisser de traces. Si nous ne faisons rien, les esprits du village se mettront en colère. Izim ne réalise pas encore que son charme a dépassé le simple jeu de séduction. Elle a semé une graine dans le cœur des jeunes filles et une tempête dans celui de Yakubu. L'influence d'Izim ne touche plus seulement les jeunes filles du village. Son charisme et son indépendance éveillent une curiosité dangereuse chez les jeunes hommes, perturbant l'équilibre social de Zuera. Les regards changent, les habitudes se brisent et une tension grandissante s'installe. Les jeunes hommes, autrefois indifférents aux villageoises, observent désormais Izim et celle qui l'imitent d'un œil différent. Amina et ses amis, autrefois considérées comme des fiancées idéales discrètes, obéissantes et respectueuses des traditions, semblent soudain trop modernes influencées par une étrangère qui ignore les règles du village. Yakubu Danladi, le plus troublé, n'arrive pas à chasser Izim de son esprit. Son attirance pour elle devient une source de distraction et de frustration. D'autres jeunes hommes, hésitant face à leur fiançailles arrangées, préfèrent discuter avec ces filles qui rient plus fort, osent les regarder dans les yeux et s'expriment avec assurance. Les garçons autrefois réservés s'intéressent à ces nouvelles attitudes, séduits par cette touche d'interdit et de liberté. Les jeunes filles qui n'ont pas suivi l'influence d'Izim se sentent ignorées, mises de côté. Elles commencent à jalouser celles qui captent désormais l'attention, nourrissant des tensions silencieuses et des conflits dissimulés. Avec le changement de comportement des garçons, deux groupes se forment parmi les filles. Celles qui suivent Izim, tentant de s'émanciper en adoptant son style et sa manière de parler. Celles qui rejettent ce changement, le jugeant irresponsable et dangereux. Les discussions entre filles, autrefois légères, deviennent plus hostiles. Avant, tu n'aurais jamais osé parler comme ça à un homme. On lance une villageoise à Amina. Peut-être que c'est toi qui devrais essayer, sinon personne ne voudra de toi. Réplique-t-elle avec défiance. Les regards deviennent méprisants, les amitiés se brisent. Les plus conservatrices rapportent ces changements aux adultes du village, renforçant les soupçons contre Izim. Les bouleversements dans les relations entre jeunes ne passent pas inaperçus. Les anciens du village, garants des traditions, commencent à observer et à murmurer. Baba Jato note le changement des regards et des attitudes. Il voit comment les garçons hésitent face aux mariages arrangés, comment les filles influencées par Izim se comportent avec moins de retenue. Pour lui, ce déséquilibre n'a rien de naturel. Les épouses des notables commencent aussi à s'inquiéter. Elles craignent qu'Izim ne fasse perdre aux jeunes filles leur pureté, un élément essentiel aux valeurs du village. Alaji Danladi, le père d'Amina et chef du village, reste silencieux, mais son regard se fait plus pesant chaque jour. Il ne laissera pas sa fille suivre cette voie. Un soir, autour du feu central du village, les tensions explosent. Un ancien prend la parole. Depuis quand les filles de Zuera oublient-elles leur place? Depuis quand les garçons ne respectent-ils plus les engagements de leur famille? Le silence tombe. Tous savent que c'est mauvaise Izim et celle qui l'imite. Dans l'ombre, Izim ne réalise pas encore qu'elle est perçue comme une menace. Pour elle, ce n'était qu'un jeu, une simple découverte d'un monde différent. Mais pour les anciens, c'est le début d'un bouleversement qui pourrait leur coûter bien plus qu'elles ne l'imaginent. L'influence d'Izim sur Zuera n'a pas seulement bouleversé les relations humaines. Un mal invisible s'insinue dans le village. La nature elle-même semble se retourner contre ses habitants, et bientôt, une explication mystique s'impose, la colère des esprits. Le soleil de plomb brûle sans répit, et la terre s'assèche. Les villageois, habitués aux caprices du climat, réalisent avec effroi que la pluie ne tombe plus. Les champs de mil et de maïs jaunissent et meurent. Les puits se vident, obligeant les femmes à marcher plus loin pour trouver de l'eau potable. Les animaux de ferme maigrissent, leurs côtes apparentes trahissant la famine. Dans la cour du chef du village, les cultivateurs se plaignent. Un vieillard, courbé par l'âge, lève les bras vers le ciel. Depuis quand avons-nous vu cela? La terre refuse de nourrir ses enfants, et nous ne comprenons pas pourquoi. Un autre murmure, plus bas, c'est un signe. Quelque chose a bouleversé l'ordre des choses. Mais la faim n'est pas le seul fléau. Une maladie inconnue se propage. Des enfants souffrent de fièvres inexpliquées. Des anciens, encore vigoureux, se retrouvent cloués au lit, affaiblis sans raison. Des femmes enceintes s'épuisent et certaines font des fausses couches. Dans la case d'une guérisseuse, une mère veille sur son fils brûlant de fièvre. Elle prie à voix basse, « Esprit des ancêtres, que nous arrive-t-il? Qui nous a jeté un sort ?» Au marché, dans les maisons, près du puits, les murmures s'étendent.
On parle de la colère des esprits. On évoque un déséquilibre, un mal venu de l'intérieur du village. Les regards se tournent lentement vers les jeunes filles influencées par Izim. Avant son arrivée, tout allait bien. Ce qu'elle apporte n'est pas naturel. Les esprits rejettent ce changement. Une femme d'âge mûr s'approche de la place du village, où un petit groupe discute. Sa voix tremble lorsqu'elle s'exclame. C'est une punition. On nous avertit, mais si nous ne faisons rien, ce sera pire. La peur s'intensifie, et les anciens se rassemblent. Le chef du village convoque Baba Jato. Dans une case obscure, éclairée par une simple lampe à huile, les voix s'élèvent avec gravité. Nous devons comprendre d'où vient ce mal. Il faut consulter les esprits. Baba Jato, impassible, ferme les yeux un instant avant de répondre. Si les ancêtres nous punissent, nous devons implorer leur pardon. Un rituel de vérité est nécessaire. Les anciens acquiescent. Un rituel sera organisé. Et chacun sait ce que cela signifie. Des noms seront dévoilés, des coupables seront désignés. Le village de Zuera est envahi par la peur. La sécheresse, la maladie et les récoltes perdues sont perçues comme une punition divine. Sous la pression des anciens et de Baba Jato, un rituel de vérité est organisé pour identifier l'origine du malheur. Une nuit décisive s'annonce, où les esprits seront invoqués pour révéler la vérité. Le rituel se tiendra à la tombée de la nuit, sur la place sacrée du village, un espace dégagé près d'un baobab ancestral. Les anciens, sous la direction de Baba Jato, tracent des cercles symboliques avec de la cendre et du kaolin. Les villageois se rassemblent en silence, assis en demi-cercle autour d'un grand feu. Les jeunes filles influencées par Izim sont placées à l'avant, leur visage marqué par l'inquiétude. Baba Jato, vêtu d'un long boubou immaculé, se tient au centre, son bâton de sagesse en main. Des chants rituels résonnent, accompagnés de tambours profonds et lents, invoquant les esprits. Le silence devient pesant, le feu projette des ombres mouvantes sur les visages tendus. Le moment approche. Baba Jato lève les bras au ciel et entame une incantation ancienne. Il verse une poudre sacrée dans le feu, qui s'embrase violemment, libérant une fumée épaisse. Esprit des ancêtres, éclairez-nous. Dites-nous pourquoi notre village souffre. Des murmures d'effroi parcourent l'assemblée lorsque la fumée prend une teinte rougeâtre, signe que les esprits répondent à l'appel. Les anciens présentent un bocal d'eau bénite, censé refléter la vérité. Les jeunes filles doivent s'y pencher une à une. Pour certaines, l'eau reste limpide, mais lorsqu'Amina se penche, une ombre trouble la surface. Des murmures s'élèvent. Son esprit est souillé, chuchote une vieille femme. Une autre fille s'approche, et le même phénomène se produit. Elles ont perdu leur pureté, et les ancêtres sont en colère. Baba Jato hoche lentement la tête. Ce n'est pas un simple caprice de la nature, mais un déséquilibre causé par une influence étrangère. Un silence pesant s'abat sur l'assemblée. Tous devinent déjà l'origine de cette influence. Lorsque vient le tour d'Izim, le feu gronde soudainement, projetant des étincelles dans l'air. L'eau devient opaque, comme si un voile sombre la recouvrait. Des cris éclatent. Tous les regards se tournent vers elle, accusateurs. Elle est venue avec ses idées de liberté et de modernité, et nous avons perdu notre équilibre. Les esprits la rejettent. Izim, bouleversée, recule instinctivement. Elle comprend que tout bascule autour d'elle. Amina baisse les yeux, incapable de la défendre. Yakubu, en retrait, serre les poings, tiraillé entre son attachement pour elle et la pression de son peuple. Hadiza, sa tante, observe la scène, impuissante, consciente du danger qui menace sa nièce. Les murmures se transforment en cris de colère. Le verdict tombe, Izim est la cause du malheur du village. La nuit pèse lourdement sur Zuera, et le feu sacré projette des ombres vacillantes sur les visages tendus des villageois. Le verdict est tombé, Izim est la cause du malheur du village. Mais une question demeure, comment restaurer l'équilibre? Les anciens sont unanimes, les dieux doivent être apaisés. Un sacrifice est inévitable. Baba Jato, le regard sombre, lève son bâton vers le ciel et déclare « Les esprits sont en colère, et leur message est clair. Nous devons rétablir l'harmonie. » Un murmure inquiet parcourt l'assemblée. Un ancien, assis près du chef du village, prend la parole d'une voix glaciale. Un sacrifice est nécessaire pour laver l'affront fait aux ancêtres. Des chuchotements effrayés s'élèvent. Certaines femmes détournent les yeux, d'autres acquiescent en silence. Certains réclament un sacrifice de sang, une offrande ultime pour calmer les dieux. D'autres suggèrent l'exil, la condamnant à errer loin du village. Les plus modérés évoquent un rituel de purification, une épreuve pour restaurer l'ordre. Le silence tombe et tous attendent la sentence. Resté figé jusqu'ici, Izim prend enfin la parole. Sa voix tremble d'abord, mais son regard reste ferme. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas responsable de la sécheresse ni de la maladie. Ces paroles résonnent dans l'air nocturne, mais personne ne semble douter du verdict.
Amina baisse la tête, incapable de défendre son ami. Yakubu serre les poings, tiraillé entre ses sentiments et la pression du village. Hadiza, sa tante, reste silencieuse, son regard chargé d'inquiétude. Izim avance d'un pas vers Baba Jato, les larmes aux yeux mais le regard brûlant de défi. Vous cherchez un coupable, et c'est moi que vous choisissez, car je suis différente. Mais est-ce vraiment moi, ou bien avez-vous peur du changement? Son audace fait hésiter certains villageois, mais les anciens demeurent inébranlables. Le malheur a commencé avec ton arrivée, Izim. Ce n'est pas un hasard. Elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Personne ne la croit. Cherchant une once de soutien, Izim scrute la foule. Certains hommes évitent son regard, rongés par un sentiment de culpabilité. Les femmes plus âgées hochent la tête avec sévérité, convaincues qu'elle représente un danger. Les jeunes filles qui l'admiraient détournent les yeux, craignant d'être accusées à leur tour. Un frisson glacé la traverse. Elle est seule. Le silence est brisé par Baba Jato, qui abaisse lentement son bâton, désignant Izim. Le village doit choisir. Laissons les esprits décider de son sort. Le chef du village acquiesce d'un mouvement lent. Sera-t-elle une offrande pour apaiser les dieux? Sera-t-elle livrée à la forêt, abandonnée aux esprits? Un rituel de purification suffira-t-il à la sauver? Les anciens se retirent pour délibérer tandis qu'Izim, la gorge nouée, attend son destin. La nuit est loin d'être terminée, et son sort ne tient qu'à un fil. La sentence est tombée. Le village de Zuera a parlé. Les esprits doivent être apaisés. Après une longue délibération des anciens, une décision irrévocable est prise. Izim doit être purifiée par un rituel ancestral, mais en contrepartie, elle sera condamnée à 12 ans d'isolement. Le silence se fait dans l'assemblée. Aucun proteste. Même Izim, pétrifié, comprend que son sort est désormais scellé. L'aube approche lorsque les prêtresses et les anciens se préparent à accomplir le rituel. Le lieu sacré est choisi, une clairière près de la rivière, là où les ancêtres écoutent les prières du village. Des offrandes sont disposées, des pots de kaolin, des herbes purificatrices, des figurines en bois sculptées représentant les esprits. Un autel en pierre est dressé, marqué de symboles anciens. Les villageois, fatigués mais impatients, se rassemblent. Ils veulent voir si le rituel apaisera la colère des dieux. Encadré par 2 anciens, Izim avance pieds nus, sa robe salie par la poussière. Son regard est vide, comme si elle avait déjà accepté son sort. Les villageois l'observent en silence. Les jeunes filles, autrefois ses admiratrices, détournent les yeux. Yakubu serre les poings, luttant contre un sentiment qu'il ne peut exprimer. Hadiza, impuissante, murmure une prière pour elle. Arrivé devant l'autel, Izim s'agenouille. Baba Jato, vêtu d'un boubou blanc, s'avance. Il lève une calebasse d'eau sacrée. Que les esprits nous entendent. Que leur colère s'apaise. Il verse lentement l'eau sur la tête d'Izim, marquant ainsi son exil spirituel. Un coq noir est sacrifié, son sang versé sur l'autel comme offrande aux ancêtres. Les prêtresses chantent en cercle, des incantations anciennes résonnent dans l'air frais du matin. Peu à peu, le vent change. Le ciel, auparavant couvert de lourds nuages, commence à s'éclaircir. Les arbres frémissent doucement, comme si la nature respirait à nouveau. La rivière, qui s'amenuisait, retrouve un léger courant. Un murmure traverse la foule. La malédiction s'atténue. Les dieux ont accepté notre offrande. Certains tombent à genoux, priant avec ferveur. Mais au milieu de cette euphorie, Izim ne ressent rien. Elle n'a pas été pardonnée. Elle a été sacrifiée autrement. Baba Jato se tourne vers Izim, son visage impassible. Izim Okoji, pour tes actes ayant perturbé l'ordre du village, les esprits demandent que tu sois purifié et séparé de nous pendant 12 années. Un frisson parcourt l'assemblée. 12 ans. Un âge où une femme devient une mère, bâtit son avenir. Pour Izim, c'est une mort sociale. Tu vivras dans la vieille case à l'écart, près de la rivière. Tu ne devras parler à personne. Aucun homme ne pourra t'approcher. Des murmures de soulagement s'élèvent. Elle est encore en vie, c'est mieux que la mort. Les esprits sont cléments. Mais Izim sent son cœur se briser. Encadrée par 2 anciens, elle est conduite loin du village. La case, sa prison, l'attend à l'orée d'une forêt silencieuse. Avant de disparaître, elle jette un dernier regard vers le village. Amina reste figée, incapable de la regarder. Yakubu serre la mâchoire, combattant une douleur qu'il ne peut nommer. Hadiza baisse la tête, honteuse de n'avoir rien pu faire. Leur silhouette s'efface dans la poussière du sentier. Izim entre dans sa case. La porte se referme. Sa nouvelle vie commence, une vie d'oubli. Izim est désormais une paria, exilée à la lisière du village, loin des regards, loin de la vie qu'elle connaissait. 12 années d'isolement, c'est le prix de son existence. Mais au-delà de la punition imposée par le village, il y a la réalité de sa survie,
sa lutte pour rester humaine dans une situation inhumaine. La petite hutte en bois, couverte de feuilles de palmier et située à la frontière de la forêt, est très simple. Des murs en bois grossièrement assemblés, un toit de chaume filtrant la lumière et un petit espace où Izim se couche sur un tas de paille. Pas de confort, juste l'ombre de l'arbre, les sons de la forêt et l'isolement complet. Le vent qui souffle dans les feuilles, le chant des oiseaux et les bruits de la nature deviennent ses seuls compagnons. La solitude est accablante, chaque minute devient une épreuve. Elle est isolée du village, mais plus encore, du monde. Le village a coupé l'accès d'Izim à la nourriture et aux ressources. Elle doit se débrouiller seule. Chaque jour, elle cherche des racines comestibles, des bailles ou des herbes dans la forêt environnante. Mais la nourriture est rare et le sol aride ne produit que peu. Ses mains sont couvertes de coupures et ses lèvres, souvent gercées par la soif et la faim, portent les traces de la souffrance. Parfois, elle pêche ou chasse de petits animaux, mais souvent, elle revient les mains vides, épuisée. La faim devient sa compagne de souffrance, un rappel constant de sa punition. Chaque moment sans nourriture est une lutte contre la faiblesse, une tentative de tenir bon dans l'espoir que les années passent vite. Au début, la solitude est insupportable. Elle crie dans le vent, mais aucune réponse ne vient. Elle scrute les nuages, cherchant un signe, un peu de réconfort, mais la réponse ne vient jamais. Ses pensées deviennent envahissantes. Elle se remémore ses erreurs, la trahison du village, les regards glacés des villageois et les accusations qui l'ont conduite ici. Elle pense à Amina, Yakubu et Hadiza, à ce qu'ils sont devenus sans elle. Dans le silence de la forêt, le poids des regrets devient écrasant. Elle tente de repousser ses pensées, mais elles reviennent sans cesse. Si j'avais été différente, si j'avais agi autrement. Les nuits sont particulièrement difficiles. La solitude et l'obscurité rendent ses regrets encore plus intenses. Elle se reproche sa fierté, son attitude trop audacieuse, son désir d'échapper aux normes du village. Elle se demande si elle aurait pu rester discrète, si elle avait accepté de vivre selon les attentes du village, si elle n'avait pas brisé l'équilibre. Mais au fond, elle sait que son isolement est une conséquence de l'injustice, et bien que les regrets l'envahissent, elle lutte contre l'idée de se laisser submerger. Les étoiles deviennent parfois un réconfort, un rappel de la vastité de l'univers, loin des petites cruautés humaines. Elle s'accroche à cet espoir, d'un jour trouver la paix. Petit à petit, Izim commence à accepter sa situation, même si chaque jour est une épreuve. Elle apprend à écouter la nature comme jamais auparavant, seule, mais vivante. Elle s'adapte à son environnement, récolte plus habilement les racines, apprend à faire du feu avec des pierres et à utiliser la forêt à son avantage. Sa peau se brunit au soleil, ses mains deviennent plus robustes, ses muscles plus forts grâce à la survie. Elle récupère un peu de sa dignité, se rappelle que même si les villageois l'ont oubliée, elle reste une force vivante. De temps en temps, elle se surprend à chanter, une mélodie douce portée par le vent, comme un appel à la vie, une forme de résistance. Malgré la souffrance, un autre espoir naît en elle. Elle repense à son rêve d'indépendance, à la liberté d'agir par elle-même. Elle rêve parfois d'un jour revenir au village, mais elle sait que ce sera peut-être impossible. Le temps passe, mais elle se reconstruit un monde. Peut-être qu'un jour, elle pourra trouver un moyen de rétablir l'équilibre en elle-même et, qui sait, peut-être même restaurer sa place parmi les siens. Izim a compris une chose, la survie n'est pas seulement une question de manger et boire, mais aussi d'accepter les leçons que la souffrance nous offre. Dans le silence de son isolement, Izim apprend à vivre avec sa souffrance et ses regrets. Cependant, dans l'ombre de son exil, un espoir inattendu commence à naître. Les liens du passé ne se rompent pas facilement, et même ceux qui étaient témoins de sa condamnation cherchent secrètement à l'aider. Au fil des semaines, alors qu'Izim lutte contre la faim et la solitude, Yakubu et Hadiza s'organisent en cachette pour lui venir en aide, chacun à leur manière. Yakubu, toujours déchiré entre l'amour qu'il porte à Izim et son devoir envers le village, commence à s'introduire discrètement dans la forêt pour lui apporter de la nourriture. Hadiza, bien qu'étant la tante d'Izim, se laisse envahir par la culpabilité. Elle se rend à la lisière de la forêt, porte des herbes médicinales et de l'eau fraîche pour apaiser les souffrances de sa nièce. Ces gestes de solidarité restent secrets, mais ils nourrissent l'espoir d'Izim, qui ne sait pas encore d'où provient cette aide. Leurs regards furtifs, lorsqu'ils croisent Izim à distance, sont remplis de remords, mais aussi de la volonté de réparer ce qui a été brisé. Les rumeurs commencent à circuler parmi les jeunes du village. Les plus jeunes, désillusionnés par la gravité de la condamnation d'Izim, commencent à douter de sa culpabilité. Ils se souviennent d'elle comme d'une jeune fille pleine de vie, de rêves et d'ambition, et non comme la cause de la malédiction qui frappe le village. Un groupe de jeunes hommes, dont Yakubu était un modèle, commence à se poser des questions. Pourquoi l'exiler si brutalement? Des jeunes filles, comme Tolu,
commence à repousser les idées reçues, se demandant si ce n'était pas une manipulation des anciens pour apaiser leur propre culpabilité face à la souffrance du village. Dans leurs discussions secrètes, ils remettent en question la légitimité du jugement, le rôle des anciens dans cette décision et le vrai pouvoir des esprits invoqués lors du rituel. Les anciens du village, bien qu'engagés à maintenir l'ordre, commencent à ressentir la pression des doutes croissants parmi les jeunes. Ils comprennent que l'isolement d'Izim pourrait être perçu comme une injustice. Baba Jato, bien qu'implacable dans son rôle de guide spirituel, sent que la situation devient de plus en plus difficile à maintenir. Il entend les murmures des jeunes, il perçoit les regards qui se tournent vers lui. Certains anciens, inquiets de l'impact social de cette décision, commencent à discuter en privé de la possibilité de réévaluer la situation, bien que la peur de contredire les esprits et la tradition les empêche de remettre en question officiellement la sentence. Izim, malgré la douleur de l'isolement et des épreuves quotidiennes, commence à s'adapter à sa situation. Elle construit un abri plus solide, apprend à survivre dans la nature et prend soin d'elle-même, recréant des liens invisibles avec la forêt, se sentant parfois presque en paix. La nourriture qu'elle reçoit secrètement lui permet de retrouver un peu de force. Elle doute de la provenance, mais ses gestes d'aide, bien qu'anonymes, deviennent un rayon de lumière dans son quotidien sombre. Parfois, elle regarde l'horizon avec espoir, se demandant si un jour les choses pourront changer, si elle pourra retrouver sa place parmi les siens. Dans son isolement, Izim commence à cultiver l'espoir qu'un jour elle pourra revenir. Les gestes secrets de Yakubu et Hadiza, ainsi que les doutes croissants parmi les jeunes du village, lui redonnent un souffle de vie. Elle imagine un jour où les anciens seront prêts à l'entendre, un jour où le jugement pourrait être révisé, où son exil pourrait être levé. Le doute qui se propage parmi les jeunes devient un signal d'espoir, peut-être que le pouvoir de la vérité et de la réconciliation l'emportera. Izim refait peu à peu des rêves, croyant que l'amour, la solidarité et la vérité finiront par triompher. Après des années d'exil, Izim revient au village, transformé par l'isolement et les épreuves qu'elle a traversées. Son corps est marqué, mais son esprit est plus fort que jamais. Elle n'est plus la jeune femme pleine de doutes et de colère. Elle porte la sagesse de l'expérience et la conviction que la vérité doit triompher, même après de longues années de souffrance. Sa réintégration dans la société est loin d'être facile, mais c'est un acte de rédemption. Elle va confronter la société qui l'a condamnée et prouver qu'elle n'était pas seule responsable des malheurs du village. Après 12 longues années d'isolement, Izim revient à Zuwera, le village qu'il a rejeté. Son apparence a changé, sa peau est plus foncée sous le soleil, ses cheveux sont plus courts et pratiques, mais ses yeux ont gagné en profondeur. Elle marche avec assurance, une nouvelle force intérieure émane d'elle. La forêt et la rivière, qui ont été ses alliés pendant ces années de souffrance, sont toujours là, mais le village l'attend. Les villageois la regardent avec surprise et curiosité, certains la reconnaissent à peine. Ils sont divisés, certains la voient comme un espoir, d'autres comme un spectre du passé. Le premier acte d'Izim est de se présenter devant les anciens du village, qui ont condamné son sort. Elle les regarde droit dans les yeux, mais ses paroles ne sont pas remplies de rancœur, seulement de vérité. Elle parle des années de souffrance, de l'isolement qu'on lui a imposé, mais surtout de la vérité sur ce qui s'est passé. Je n'étais pas seule responsable de ce qui est arrivé. Vous m'avez accusé sans comprendre que la malédiction était bien plus complexe. Les anciens la regardent, interdits, certains d'entre eux remettent en question leur jugement. Un vieux membre du conseil, qui soupçonne qu'elle a raison, commence à se sentir coupable de l'avoir laissée seule. Izim se rend à la place sacrée du village, là où le rituel de vérité avait eu lieu des années plus tôt. Elle confronte les villageois en racontant l'histoire oubliée. L'origine des malheurs du village n'était pas liée à elle, mais à des facteurs externes et à des erreurs humaines. Elle révèle les secrets que les anciens ont ignorés, des décisions prises par certains membres influents du village, comme la mauvaise gestion des ressources ou des pratiques injustes envers certains groupes. Les punitions injustes envers les jeunes filles, accusées de souiller l'équilibre naturel du village, sans comprendre que les malheurs étaient dus à un changement climatique brutal, non à des actes humains. Izim prouve que la malédiction était avant tout un effet collatéral des décisions des puissants, et non le fruit de sa rébellion. La société du village est divisée, mais peu à peu, certains villageois commencent à accepter la vérité. Des jeunes qui étaient sceptiques des accusations à son encontre commencent à soutenir son histoire. Ils se rendent compte que leur propre vision de l'autorité et de la vérité était biaisée. Les anciens, touchés par la rédemption d'Izim, admettent leurs erreurs et l'accueillent de nouveau dans la communauté, même si la douleur du passé persiste. Izim ne cherche pas à être célébrée. Elle rejette toute idée de vengeance. Elle veut juste que le village comprenne. Les faiblesses humaines ne doivent pas être corrigées par des sacrifices injustes. Izim devient une figure de sagesse et de transformation dans le village.
Elle participe à la rééducation des jeunes et au rétablissement de l'équilibre entre les anciennes traditions et les réalités modernes. Elle enseigne aux jeunes générations l'importance de l'équité, du respect des autres et de la vérité, leur montrant que l'isolement et les jugements hâtifs ne mènent qu'à la souffrance et à l'injustice. Elle organise des rassemblements pour que les voix des jeunes puissent se faire entendre, encourageant la réconciliation et l'acceptation de la diversité des opinions dans la société. Son histoire devient une légende que les anciens racontent aux nouvelles générations comme un rappel de la sagesse et des dangers des fausses accusations. Izim incarne le pardon et la force de l'individu face à l'injustice, et son nom est désormais associé à une leçon de vie profonde pour tous. En comprenant la vérité et en acceptant ses erreurs, le village de Zuwera commence à se reconstruire. Le lien entre les générations se renforce, et les jeunes et les anciens trouvent un terrain d'entente sur les leçons tirées du passé. Le village retrouve sa prospérité, non seulement grâce à une meilleure gestion des ressources, mais aussi grâce à l'unité retrouvée. Izim, en confrontant la société et en apportant la vérité, ne cherche pas à obtenir des excuses, mais à restaurer l'harmonie et la compréhension. Elle devient un symbole de rédemption, prouvant que même les plus lourdes injustices peuvent être surmontées si la vérité et le pardon sont au cœur du processus de guérison. Son histoire devient une leçon pour les générations futures. Tout comme Izim, vous avez le pouvoir de changer votre histoire, même lorsque le monde semble vous avoir laissé derrière. La vérité, bien qu'elle soit difficile à affronter, possède le pouvoir de guérir et de réconcilier. Ne laissez jamais les erreurs du passé déterminer votre futur. Inspirez-vous de la résilience d'Izim. La rédemption commence par l'acceptation de soi et le courage d'affronter l'injustice. Transformez vos blessures en sagesse et bâtissez un avenir où la vérité et le pardon mènent vos actions. Que chaque défi devienne une occasion de grandir.